Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP. Nous sommes vendredi et comme chaque vendredi, puisque chaque voix compte, c'est à vous que nous donnons la parole pour une émission consacrée ce soir à la crise du logement. 4 millions de Français sont aujourd'hui mal logés, plus de 2 millions sont en attente d'un logement social et le thème s'est évidemment imposé dans la campagne des municipales. Le gouvernement s'en empare aussi en promettant un vaste plan logement, mais quelles peuvent être les réponses politiques à cette situation aussi catastrophique? Eh bien, nous en parlons ce soir avec deux députés. François Jolivet, bonsoir. Bonsoir Anna. Vous êtes député Horizon de l'Indre, vous êtes aussi vice-président de la Commission des Finances. Bonsoir Daniel Simonet. Bonsoir. Député écologiste de Paris, je vous remercie d'abord d'être là ce soir et d'avoir accepté de jouer le jeu des questions-réponses avec notre public. Je salue également à vos côtés Virginie Groslo. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Spécialiste du logement au magazine Challenge, journaliste, vous intervenez à tout moment dans notre débat de ce soir pour corriger, rectifier ou ajouter une précision. Nous allons parler de la location, de la construction, de la galère des étudiants, de la galère des familles qui attendent un logement social, des villes qui veulent faire le ménage dans les meublés touristiques aussi. On parlera également des situations parfois originales pour essayer de sortir de cette crise. Mais je rappelle que cette émission, c'est d'abord la vôtre, donc c'est vous qui allez la faire, c'est pas moi. Je compte sur vous parce que, après tout, quand on parle de toi, on parle de nous. Chaque voix compte, c'est parti. Alors d'abord un chiffre, figurez-vous que le logement est un sujet qui pèsera dans le vote de 7 électeurs sur 10 au municipal dont le premier tour a lieu dans 2 semaines. 7 sur 10, sondage Odoxa réalisé la semaine dernière et qui montre que la vraie priorité des Français en réalité elle est là. Le volet logement est d'ailleurs dans le programme de tous les candidats aux élections municipales. Il est aussi au programme du gouvernement qui a promis le mois dernier un grand plan qui devrait entrer là en vigueur dans les prochains mois, qui sait, avant la présidentielle. 2 minutes pour comprendre avec Clément Perrault. La crise du logement en France se mesure d'abord par des chiffres. Voici ceux publiés par la Fondation pour le logement pour l'année 2025. 350 000 personnes sont aujourd'hui sans domicile fixe. 4,2 millions sont mal logés, c'est-à-dire sans logement personnel ou dans un habitat indigne. Notre pays fait aussi face à une pénurie de logements sociaux. En 2023, 400 000 demandes ont été satisfaites sur 3,9 millions, cela fait 10%. La construction de nouveaux logements est à la traîne. 274 000 logements sont construits par an actuellement, alors que les besoins sont estimés à 400 000. Voilà pour le constat. Pour ce qui est des solutions, le Premier ministre Sébastien Lecornu monte en première ligne. Il y a un mois, il a présenté un plan de relance pour le logement qui se veut ambitieux, très ambitieux. L'objectif, il est simple, c'est être capable de sortir 2 millions de logements d'ici à 2030. Donc c'est absolument colossal. Pour y parvenir, le Premier ministre compte notamment sur un soutien financier massif aux bailleurs sociaux, une simplification des projets immobiliers et un nouveau statut du bailleur privé. Il offrirait un avantage fiscal pour investir dans le locatif. Quand le bâtiment va, tout va, avait glissé Sébastien Lecornu lors de la présentation de son plan, qu'il n'a pas hésité à comparer dans l'esprit au chantier de Notre-Dame et à l'organisation des Jeux Olympiques, rien de moins. Virginie Groslo, on vient de voir passer plein de chiffres. Que disent-ils et qu'est-ce qui bloque vraiment aujourd'hui? Quelle est l'urgence? Alors l'urgence, elle est un peu de toutes parts. Les chiffres, on le voit, sont absolument terribles sur la difficulté des ménages à se loger. Et c'est effectivement devenu un point tel que c'est la première fois, je pense, depuis le temps que moi je suis le secteur, qu'on voit à ce point ce sujet émerger dans les élections et dans le discours des gens. C'est à la fois une sédimentation de toute la réglementation qu'il y a pu avoir, qui rend les choses très compliquées sur la construction, et à la fois une fossilisation de la situation, puisque une fois que tout s'est empilé, plus rien ne bouge. Et donc on manque de logements à la location, de logements neufs, de logements en accession. On voit des prix qui augmentent et des ménages
qui accumulent les difficultés. Alors ça, ce sont les données chiffrées. Puis derrière ces chiffres, il y a des histoires, des quotidiens épuisants, des rêves empêchés. Et je voudrais d'abord donner la parole ce soir à Rachel. Bonsoir Rachel. Je vais vous demander de prendre un micro, s'il vous plaît. Rachel. Bonsoir. Vous êtes agente de service hospitalier, c'est Oui. cela? Et vous êtes maman de 3 enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel espace vous vivez ensemble? Je suis logée dans un habitat social, dans un hôtel qu'on appelle pour eux, c'est une maison de passage de 29 mètres carrés. 29 mètres carrés. 29 mètres carrés avec 3 enfants, dont un enfant malade qui a un problème de schizophrénie et tout. Et moi, je dors au salon. Le jumeau, c'est parce que l'autre qui est malade, c'est un jumeau. Sa sœur, il y a un lit superposé pour les deux. Et son frère, les grands frères, il dort par terre. Donc, voilà. Vous vivez dans cet habitat provisoire? C'était provisoire pour 1 an. Mais là, ça va faire 4 ans que je suis là. Oui. Vous avez évidemment fait une demande de logement social. J'ai une demande de logement depuis 9 ans à Saint-Denis. J'ai un DALO depuis 3 ans. Je suis suivie par l'association LEDAL. Le DALO, c'est le droit au logement opposable. Droit au logement opposable, mais il y a une autre association que je suis allée voir parce que j'étais tellement fatiguée d'attendre. Et puis, il y a l'amicale d'INID qui m'a permis d'aller laver les habits parce qu'on n'a pas de machine sur place, on ne peut pas. Et on a encore... là, je suis logée chez Géréodie. L'association donc, qui me loge, c'est Géréodie. Donc, ils ont fait des appuis, ils ont... Je peux vous demander combien vous payez de loyer pour cet habitat? 779 € par mois. Pour et je n'ai 29 pas de mètres carrés. problème de loyer. Et parce que j'ai un appel de 630 € par mois. Aujourd'hui, vous voulez partir évidemment de... J'en ai marre parce que j'ai un enfant malade qui se bat tous les jours avec sa sœur parce qu'il n'y a pas d'espace. L'autre qui veut s'habiller, l'autre qui veut dormir, l'autre qui... La dernière fois, ça s'est terminé au commissariat de Saint-Denis. Parce qu'ils ne s'entendent plus entre Oui, parce qu'ils eux. ne s'entendent plus. L'autre malade qui a touché un couteau pour mettre à sa sœur qui voulait s'habiller. On est dans une situation d'urgence extrême. Je me suis tue pendant un moment. Je me suis dit, j'attends. Je pense qu'aujourd'hui, ma voix compte. C'est pour ça que je suis venue pour parler, même pour le sans-voix. Vous avez face à vous 2 élus, 2 députés. Voilà. Donc, messieurs les députés, je pense que de votre côté, vous pouvez me trouver la solution parce que là, je n'en peux plus. J'ai un enfant malade qui nécessite les soins, qui demande de l'espace. Les médecins ont écrit. Je suis allée frapper partout. J'ai vu le maire de Saint-Denis plusieurs fois qui me dit « Madame Kapalati, il faut attendre parce qu'il y a 8000 personnes en attente. » Alors que moi, j'ai un cas particulier avec un enfant malade. Je travaillais et là, je ne travaille plus parce que déjà la préfecture m'a fait des siennes. J'ai renouvelé pour le mois de... Ma carte devait finir au mois de juin. Là, ils m'ont donné une autre carte qui commence qu'au mois d'octobre. Donc, j'ai 4 mois sans papier, comme si je n'étais pas en France, alors que je suis parent français des 3 enfants. Et vous étiez agent dans quel hôpital? Je suis à ADF Résidence à Stein. Je suis à ASH. J'étais là-bas, parce que là, je n'ai plus de travail depuis... ils m'ont... je ne pouvais plus travailler pendant 4 mois parce que la préfecture ne m'avait pas régularisé. Donc, c'est pour ça que je suis venue pour parler, parce qu'on en a marre, il y a des familles qui souffrent. Il y a des familles qui souffrent en silence, mais moi, je ne pouvais plus me taire. C'est pour ça que je suis venue parler, pour trouver la solution, parce que là, j'en peux plus. J'en peux plus. François Jolivet? Donc, en fait, si je comprends bien, vous êtes dans l'attente d'une régularisation ou alors vous n'avez pas de titre de séjour actuellement? Mon titre de séjour est régularisé. Et régularisé, vous l'avez, mais il commence dans 4 mois. Donc, je vais vous expliquer. J'avais fait une demande de régularisation au mois de mars 2025. Ils m'ont envoyé le rendez-vous au mois de septembre 2025. Je suis allée à la préfecture, donc à partir du 6 juin jusqu'au mois de septembre, je n'avais plus la carte d'identité. J'ai compris. Donc, je ne pouvais plus continuer à travailler. J'ai compris, madame. Et là, ils m'ont régularisé au mois de septembre, le 26, pour un récépissé en attendant la carte. Ils m'ont donné une carte qui commence du 10 octobre 2025 jusqu'à aujourd'hui. Donc, les 4 mois là. Alors, de manière plus générale, cette dame, c'est une maman solo, on va dire, qui a ses 3 enfants. Oui.
et qui cherchent un logement. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont comme vous, parce qu'en fait, le modèle du logement en France, il a été construit pour 2 salaires, déjà, dans un premier temps, pour 2 personnes, pour la location ou pour l'accession à la propriété, d'ailleurs. Donc ça pose un vrai sujet. C'est le modèle qu'il faut changer, d'ailleurs, puisqu'on a de plus en plus de gens seuls, avec ou sans enfants. Ensuite, comme vous êtes considéré par la préfecture comme n'étant pas en situation régulière, ne peuvent accéder au logement social que les gens qui sont en situation régulière avec une carte de long séjour. Donc ça pose un autre problème. Je suis régularisée, monsieur. Voilà, à partir du mois d'octobre, puisque votre carte pourra démarrer à partir du mois d'octobre. Oui. Et donc ça prolonge d'autant les délais. Pour autant, ça n'enlève pas les souffrances que vous avez et les difficultés de vous rencontrer. Pour avoir des logements à louer, il faut en avoir des vacants. Et vous êtes dans un département où le taux de rotation est très faible. Et madame, qui est une élue de Paris, eh bien, le taux de rotation à Paris, c'est 1,3% dans le logement social. C'est-à-dire que sur 100 logements à Paris, il y en a 1,3 qui se libèrent. Et dans le parc privé, des foncières, c'est autour de 1,8, 2, 2,5. Et puis, celle que je connais ou celle que j'ai dirigée, parce que je suis de ce monde-là. Et aujourd'hui, notre vrai sujet, c'est de savoir comment on pourrait déjà remettre en location les logements qui sont sortis du marché. Et ça fera peut-être l'objet d'un débat plus avant dans l'émission. Ça fait partie des sujets de ce soir, en effet. Danielle Simonet. Alors, je pense qu'il y a 2 problèmes. D'abord, il faut avoir conscience que votre témoignage, il est hélas pas du tout isolé. Et il révèle 2 graves problèmes. Oui. Premièrement, nos préfectures fabriquent des sans-papiers. Parce que madame était en situation régulière, dans ce que je comprends, madame avait des papiers et elle travaillait. Et c'est au moment de renouveler ces papiers que la préfecture a dû galérer, vous avez dû galérer pour prendre un rendez-vous du fait de la dématérialisation, qui est un pur scandale, parce que du coup, les personnes ne peuvent pas obtenir un rendez-vous. Du coup, on leur dit, mais vous avez passé les délais, donc vous êtes en situation administrative irrégulière. Du coup, le patron, il ne peut plus vous embaucher. Et là, c'est la dégringolade. Donc vraiment, le coup de gueule, pour commencer cette émission, je ne pensais pas faire un coup de gueule dès le début, mais il faut que cette politique, qui est une politique en fait raciste, cesse. Il y a une obligation, j'estime qu'il y a une obligation de notre République de respecter dignement les femmes et les hommes qui travaillent ici, qui vivent ici, qui habitent ici, en arrêtant cette dématérialisation de rendez-vous qui leur permet à eux, finalement, de faire fabriquer des sans-papiers, de fabriquer des personnes à qui, du coup, on va imposer un OQTF, une obligation à quitter le territoire français, alors qu'ils étaient là, ils vivaient, ils bossaient, ils avaient leur famille, tout allait bien. Voilà, donc premier problème. Normalement, vous devriez aujourd'hui avoir eu le renouvellement de vos titres de séjour. Vous n'auriez jamais dû perdre votre travail. Voilà. Deuxième gros problème. Vous êtes reconnu prioritaire au droit au logement opposable. Cette loi droit au logement opposable, elle visait à dire quelque chose de très bien. Que finalement, même si on ne l'a pas encore inscrit dans la Constitution, avoir un toit est un droit. Et l'État a l'obligation de vous garantir ce droit. Et donc, normalement, dans l'esprit du droit au logement opposable, l'État, par le représentant du préfet, devait avoir l'obligation de vous fournir un logement. Et le préfet ne le fait pas. Moi, j'ai plein de personnes à ma permanence qui viennent me voir, de députés, je suis députée dans le 20e, qui sont reconnus d'ALO et qui n'ont toujours pas de logement. Donc moi, je propose une chose simple. Le préfet a cette obligation. Vous avez 2,4 millions de logements vacants dans le parc privé. Eh bien, que l'État assume la loi en vigueur sur la réquisition des logements vacants et fasse ce qu'avait pu faire Jacques Chirac en son temps, c'est-à-dire réquisitionner les logements vacants pour y loger les gens, tout simplement. François Jolivet. Et sachant que la réquisition n'est pas une spoliation, vous savez que le propriétaire, s'il s'obstine dans la vacance et qu'il est réquisitionné de son logement, on lui verse néanmoins un loyer qui peut être simplement, auquel on peut juste déduire l'amortissement des travaux qui pourraient être éventuellement effectués pour le rendre adapté. Dernière petite chose. J'ai reçu à l'Assemblée nationale une délégation organisée par l'UNICEF des enfants qui sont dans les hébergements d'urgence, que ce soit les foyers, les résidences, les hôtels. À chaque fois, c'était des solutions qui devaient être pérennes, temporaires. 1 mois, 2 mois, 6 mois. Et finalement, qui durent 5 ans, 10 ans. Et résultat, c'était quand même terrifiant de voir les témoignages de ces enfants qui disaient, parce que c'est les enfants qui s'exprimaient, en fait, on aimerait bien avoir chacun un lit. Parce que c'est pas toujours garanti. On aimerait bien que dans le foyer, il puisse y avoir un four pour que les mamans elles puissent nous faire les gâteaux d'anniversaire. Des choses toutes bêtes comme celle-là. On voudrait justement avoir une salle pour faire nos devoirs. Et il faut comprendre le coût social, en fait, de cette crise de l'hébergement d'urgence, de cette crise du mal-logement, alors qu'en fait, on pourrait tout à fait inverser les choses. 2,4 millions de logements vacants pour 350 000 personnes sans abri, sans domicile fixe. Le problème, on peut le résoudre.
François Jolivet, Sébastien Lecornu a fixé le mois dernier un objectif de construction de 400 000 logements, dont 125 000 logements sociaux par an d'ici 2030. Il faut commencer à poser la première pierre. Moi, d'abord, je suis content que le sujet du logement revienne comme étant un sujet politique dans notre pays. Parce que vous pensez qu'il ne l'a plus été pendant quelques années. Ça fait 7 ans que je dis que les maires sans grue seront les maires battus aux élections. Parce que sans parcours résidentiel... parce que crise du logement, oui, mais la crise de l'habitat dans mon département, dans l'Indre, c'est pas la crise à Paris ou la crise au sud de l'Indre-et-Loire, encore qu'on pourrait se comparer. Donc en fait, chaque territoire a ses difficultés. Et en région parisienne, aujourd'hui, mon parti politique m'emmène dans des réunions politiques, puisque actuellement c'est la période, et je m'aperçois que dans les villes qu'on pourrait baptiser plus conservatrices, ou pour celles qui seraient plus progressistes, beaucoup de gens parlent de leur parcours résidentiel. D'abord, j'ai 75 ans, 80 ans, j'ai le pavillon dans la très belle ville, mais je voudrais ne pas échapper à mes liens de solidarité de mon quartier, mais ma maison est trop grande, j'étais obligé de le quitter. Donc là, c'est un problème de riches. Ils n'ont rien pour se loger. Et puis vous avez l'apprenti charcutier qui, lui, prend son service à 3h30 à Paris, 3h30 du matin, 4h, et qui dit moi, je ne peux pas être apprenti parce que j'ai pas de logement. Et puis vous avez la maman solo qui devient solo, parce qu'il y a victime de violences conjugales, puis il y a aussi séparation tout simplement, et qui m'écrit en me disant voilà, moi ça fait 3 ans que je suis divorcé de mon époux, et ça fait 3 ans que nous continuons à vivre dans le même logement. Et puis vous avez le jeune fonctionnaire qui est nommé en région parisienne, enseignant, 2000 balles par mois, et encore pas complètement, et qui se dit je vais habiter où, et qui est même prêt à rembourser sa formation à l'UFM parce qu'il ne trouve pas de logement. Alors là, et donc en fait tout est bloquant. Et en fait le sujet revient à l'ordre du jour. Mais vous savez, ce sont les communes qui ont la main sur le logement. Tous les documents de planification, tous les documents de planification, ce sont les communes qui ont la main. Les communes, les intercommunalités et les régions. Vous avez le SRADET, le schéma régional de développement du territoire. Vous avez le programme local de l'habitat. Vous avez le schéma de cohérence territoriale. Vous avez le plan local d'urbanisme intercommunal. Juste, je voudrais revenir au SRU, en fait, les élus, ils ont la main sur ça. Je voudrais revenir à la loi SRU, Virginie. Ouais. Elle imposait 25% de logements sociaux aux communes de plus de 3500 habitants. Ce seuil a été abaissé à 20% fin janvier, parce que en fait, les 25%, c'était inatteignable. C'est pas inatteignable, c'est une question de volonté. Et c'est une question notamment de volonté locale. Alors, il y a des territoires, notamment Paris, par exemple, qui est un territoire très contraint, où on ne peut quasiment pas construire. Donc, on est déjà dans les clous. La mairie veut faire plus. Dans d'autres villes, il n'y a clairement pas la volonté de le faire. Et ce qu'il faut simplement, c'est... Il n'y a pas la volonté de le faire parce qu'il faut savoir évaluer les besoins de sa population. Et souvent, ce qui manque, c'est notamment ça, c'est de savoir évaluer les besoins de sa population ou d'anticiper quels pourraient être ses besoins, de se dire, si je construis, il va falloir que je fasse une école, il va falloir que je fasse des équipements publics. Je n'ai pas les moyens de faire ces équipements publics et donc je ne construis pas. Et vous n'êtes pas d'accord, Daniel Simonet ? Non, je pense que vous avez vraiment des maires qui décident délibérément de ne pas appliquer la loi SRU. Moi, je les appelle les maires voyous, parce que quand il y a une loi et qu'on ne respecte pas la loi, c'est de la délinquance. Donc, c'est de la délinquance d'élus, parce qu'ils préfèrent électoralement rester dans des ghettos de riches. Je veux dire, c'est le cas à Neuilly, c'est le cas dans pas mal de villes en France. Et ce qui est dingue, c'est qu'au lieu de se donner les moyens de faire respecter cette loi et de la durcir, parce que c'est totalement scandaleux de ne pas assumer cet objectif de passer de 25, et moi je dirais même à 30% de logements sociaux, eh bien on va modifier les seuils, on va alléger les choses pour que finalement les maires puissent continuer leur politique antisociale. Vous dites... que l'action du logement, c'est dans les mains des communes. Oui. Alors, sur pas mal de choses, je suis d'accord avec vous. Vous avez le plan local d'urbanisme ou, par exemple... le SRADET, le SCOT, le PLH, voilà. Mais, à un moment donné, le gouvernement est celui qui a l'argent.
surtout quand les communes ne sont plus complètement autonomes pour la levée de l'impôt, même plus du tout. Et le problème, c'est que les aides à la pierre ont totalement fondu. Les gouvernements successifs depuis 2017, et on les compte plus, en fait, on fait fondre l'aide à la pierre pour le logement social. On mis les bailleurs sociaux en situation d'asphyxie budgétaire. C'est plus d'1 milliard qui leur est ponctionné à travers la réduction de loyer de solidarité. C'était. Oui, mais avant de rattraper le retard, je veux dire, là, le compte n'y est pas. Et y compris dans les annonces de Le Cornu, on voit bien que le compte n'y est pas pour le logement social. On va y revenir dans un instant. Vous parliez tout à l'heure des apprentis, François Jolivet. On va étendre ça à tous les étudiants en général. Bonsoir Louise. Vous êtes étudiante en kiné et vous êtes vice-présidente de l'AFAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, qui vient justement de réaliser une enquête sur le logement étudiant. Vous êtes allée interroger près de 6000 étudiants. Pour quel résultat, Louise ? Bonsoir. J'ai dû changer 2 fois de logement cette année car ils étaient pleins de moisissures et j'arrivais plus bien à respirer dedans. Je n'ai pas trouvé de logement en arrivant en master. J'ai dû dormir dans ma voiture pendant plusieurs jours pour pouvoir aller en cours. Ça, c'est le témoignage, c'est 2 seuls, des très nombreux témoignages qu'on a recensés au sein de cette enquête, qui a été menée, comme vous l'avez dit, qui a eu environ 6000 réponses, qui a été menée pendant 1 mois, au mois de janvier, là, donc tout récemment. Et ça nous permet de faire plein de constats. Je vais faire rapidement les premiers qu'on peut nommer, mais déjà, je pense que c'est important de se rendre compte que pour un étudiant, pour une famille moyenne, on va dire que dans le budget, c'est à peu près 30% le loyer d'un logement. Pour un étudiant, c'est plus de 50% de son budget. Et donc forcément, c'est quelque chose auquel il faut s'intéresser de près pour comprendre mieux dans quelle dynamique, même financière, peuvent se retrouver les étudiants et étudiantes. Cette enquête, elle révèle aussi qu'après avoir payé son loyer, il y a un étudiant sur 4 qui a moins de 100 € pour vivre le reste de son mois. On parle que du loyer, sans charge, sans rien. Et plus de la moitié ont moins de 200 € pour vivre le reste du mois. Donc quand on a des loyers qui sont autour de 500 € à peu près sur toute la France, plus de 712 € à Paris pour les loyers de logements étudiants, donc de petits logements, et ce même avec l'encadrement des loyers, parce qu'on sait qu'à Paris, il y a l'encadrement des loyers, plus ou moins respecté, mais il y a l'encadrement des loyers. Quand on sait que la bourse, elle est d'environ 280 € et que c'est que pour ceux qui ont la chance de l'avoir, ce qui représente à peine un quart des étudiants, forcément, c'est compliqué derrière de vivre correctement. Donc voilà, en termes aussi on sait que la population étudiante est une population très mobile, qui pour ses études doit bouger, que ce soit pour des stages, alternances, même juste pour pouvoir aller en master ou quoi que ce soit, et c'est ce que nous révèlent les témoignages qu'on a eus. Et donc il y a 15% des étudiants mettent plus de 3 mois à retrouver un logement, etc. Ils sont au bout de la chaîne résidentielle, vraiment dont on parlait juste avant, et donc du fait de la précarisation des familles, etc., qui restent dans leur logement, en fait les petits logements ne sont jamais libérés, donc les étudiants galèrent à se loger. Et il y a aussi une norme sociétale qui dit qu'un étudiant, que les 40% des étudiants qui habitent encore dans leur famille, etc., c'est quelque chose de normal. Nous, on trouve que c'est pas le cas, et qu'un étudiant à 18 ans, il est majeur, il devrait avoir... Il a le droit d'aller vivre ailleurs que chez ses parents. Mais ce que vous nous décrivez, c'est une paupérisation en fait des étudiants. Est-ce que ça conduit même à un renoncement aux études, un abandon des études parce que finalement mon quotidien c'est de galérer et j'ai même plus le temps d'aller à l'amphi ou... Ouais, complètement. Dans notre enquête, on voit qu'il y a un étudiant sur 2 qui travaille à côté de ses études pour pouvoir payer son logement. Et ces étudiants-là, à côté, il y a même 78% qui ne pourraient pas avoir un loyer sans de l'aide de ses proches ou quoi que ce soit, familial. Et donc forcément, ça conduit de nombreux étudiants à ne pas pouvoir aller en cours, à devoir refuser son master à Lyon quand on vient de Saint-Étienne, et du coup parce que c'est trop loin et qu'on ne peut pas se payer un loyer. Donc forcément, nous on a pas mal de choses qui nous révolte dans cette enquête, et voilà, et même sur les aides, actuellement sur les aides au logement qui existent, donc il y a une très grande méconnaissance déjà des aides qui peuvent déjà exister. Au niveau des bourses étudiantes, c'est pas du tout, comme je disais, il y a un étudiant sur 4 qui est boursier actuellement, et tous les ans on perd 20 000 boursiers qui sortent du système sans aucune raison, et voilà, et encore aujourd'hui on veut retirer les aides pour le logement pour les étudiants internationaux, alors qu'ils viennent étudier en France, et que c'est une richesse comme pas possible pour notre enseignement supérieur. Donc voilà, nous on a vu au niveau étudiant... Quelles questions vous voulez leur poser ? C'est un peu ça, ce à quoi j'allais en venir. On a vu de nombreux plans qui se sont entassés, le plan des 60 000 et le plan des 45 000 logements étudiants, et voilà. Et les plans s'empilent sans jamais atteindre leur objectif. Donc nous, on a un peu une question. On voit que
voilà, là, les Crous sont les premiers qui logent les étudiants normalement, qui doivent, ce sont censés être les chefs de file du logement étudiant. Pour autant, il y a un logement Crous pour 17 étudiants aujourd'hui. On leur demande aussi d'assumer du coup un repas à 1 € pour tous, parce que les étudiants sont aussi dans une grande précarité alimentaire. Donc comment on fait pour donner suffisamment, on va dire, de moyens à ce réseau-là, avoir suffisamment de logements sociaux. On a parlé de réquisition aussi, notamment, les petits logements, on sait qu'ils sont très utilisés, tout ce qui est Airbnb, etc. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, sur le logement privé, qu'est-ce qu'on fait au-delà de l'encadrement des loyers qui, comme on l'a vu à Paris, par exemple, ne suffit pas, qui, j'espère, sera pérennisé, mais ne suffit pas. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour les étudiants qui galèrent à se loger, en fait? Qui veut lui répondre? Je peux commencer. Vous pouvez même ajouter, madame... j'ai eu 24 sur 20 à mon bac. Je ne me suis pas inscrit en classe prépa parce que j'étais pris en astrophysique dans un endroit bien connu ici. Et puis, je n'ai pas trouvé de logement et je fais fac de géo, finalement, dans ma ville d'origine. Donc, des rêves foutus. Des rêves empêchés. Alors, moi, j'ai quelques propositions sur le sujet. On est sans doute un des rares pays qui, lorsqu'on s'inscrit à l'université ne s'occupe pas de nous pour nous loger. Quand vous êtes dans une école d'ingénieur, l'école d'ingénieur vous loge. Pas toutes, mais beaucoup. Elles trouvent. En tous les cas, sur le plateau de Saclay, ça marche assez bien. Et en revanche, les universités aujourd'hui sont celles qui sont les plus gros propriétaires fonciers. Je mettrai hors Île-de-France. Hors Île-de-France. Et vous n'avez plus ces problèmes-là de la même nature à Bordeaux, par exemple. Puisque sur le foncier de Bordeaux, le président de l'université a compris qu'il fallait construire des logements. Ils construisent des logements. Ils vont même démolir des amphis. Les amphis 800, 1000 places qui ne servent plus à rien, qui sont inchauffables, ça va se transformer en logement à terme, justement pour pouvoir répondre à la demande. Parce que l'attractivité de l'université de demain, ce sera avec la capacité qu'on a à louer des logements. Ensuite, vous avez... les étudiants ne sont pas du tout prioritaires dans les attributions de logements. C'est-à-dire que vous avez des ordres, mais comme tout devient prioritaire, l'étudiant il n'est jamais prioritaire. C'est un peu surprenant. Et d'ailleurs, je sais que la FAGE porte ça, puisque j'ai eu l'occasion de vous recevoir, puisque je suis rapporteur du budget du logement et de l'hébergement pour le compte de la Commission des finances, et je sais que ça commence à remuer, en tous les cas, dans l'appareil d'État, afin de la prendre en compte. Et le repas à 1 €, c'est que c'est sans doute des raisons aussi. Et puis après, les mécanismes de bourse, d'accompagnement, eh bien, aujourd'hui, on voit bien que ça fonctionne mal. Et le vrai sujet, c'est de savoir pourquoi les étudiants lâchent leurs études. Soit c'est une erreur d'orientation, ce qui est respectable, soit c'est parce que c'est pour des raisons financières et d'accès au logement qu'on va mettre de côté l'avenir de notre pays. Et pour moi, ça, c'est pas supportable. Et pour moi, la priorité des priorités, c'est de faire comprendre aux gens plus anciens que nous sommes que la priorité doit être les jeunes. Voilà. Et donc, on fait comment, Daniel Simon? Je rajouterais que moi, quand je suis arrivée à Paris, la chambre de bonne, elle coûtait 1/4 de SMIC. Et aujourd'hui, j'ai presque l'impression que c'est presque les 3/4 du SMIC, en fait, qui passent dans la chambre de bonne, pour vous montrer l'évolution de la spéculation et pour parler en choses qui peuvent être comparables. Bon. Donc, il y a une première priorité, c'est que l'État, bien oui, mette l'argent pour pouvoir produire des logements étudiants. Que vous dites université ou que vous dites Crous, au point de départ, c'est l'État qui finance. Voilà. Donc il faut une politique ambitieuse de l'État. Et le problème, c'est qu'on est toujours confronté, budget après budget, qu'on ne peut jamais d'ailleurs voter, à cette règle qui est que les gouvernements successifs, depuis 2017, ne veulent pas prendre l'argent où il est. Alors que les rapports nous montrent que les ultra-riches ne payent pas, ne participent pas à la contribution de l'impôt comme l'ensemble des Français. Et donc après, on nous dit austérité, il faut faire des économies. Et on se retrouve avec une absence de politique publique qui planifie les besoins en termes de logements sociaux de la même manière qu'on laisse s'écrouler nos universités qui manquent énormément de moyens. Et moi, je vois le degré de sélection pour entrer dans les masters qui s'ajoute au degré de sélection pour entrer au départ en licence. Tout cela est justifié par une chose, c'est qu'on n'a pas anticipé, planifié le nombre de places qu'il fallait. Donc oui, il faut une politique bien plus ambitieuse en matière de logement. Parce qu'à l'arrivée, c'est des jeunes qui abandonnent les études parce qu'ils n'y arrivent pas. Mais c'est aussi des cas extrêmement graves. Aussi, vous avez même, y compris maintenant, des problèmes de prostitution dans la jeunesse. Et ça, c'est terrifiant parce qu'à un moment donné, le logement est devenu une telle crise qu'on laisse des jeunes dans des situations de précarité énormes et donc dans une fragilité
par des réseaux d'emprise. Donc on est sur un sujet extrêmement grave et une société qui ne donne pas les moyens à sa jeunesse de s'émanciper, eh bien elle se ferme elle-même à tout avenir. Donc il faut planifier la production de logements sociaux. Il faut être bien plus drastique sur la question du contrôle Airbnb et sur le contrôle de l'encadrement des loyers. Justement, la ville de Paris renforce ses moyens en termes de brigades, justement pour aller sur le terrain, pour aller faire respecter. Il faut se battre aussi contre le co-living, parce que c'est la nouvelle grosse arnaque. On va expliquer que dans un appartement qui a 3 chambres, eh bien, plutôt que de le louer 2 000 €, ce qui est déjà énorme, on va louer chaque chambre entre 1 000 et 1 400 €. C'est ce qui est en train de se passer. Et on va essayer de contourner l'encadrement des loyers par ce système-là. Et qui, en fait, subissent là, bien souvent, c'est les étudiants qui se retrouvent sans autre alternative que d'aller dans ces grosses arnaques où on leur propose des services. Mais enfin, c'est tout juste, il y a une machine à laver en service co-living promis. Il faut faire attention aussi aux fausses solutions. Je voudrais me tourner vers Benjamin. Benjamin, vous êtes agent immobilier. Alors, c'est sûr que la crise du logement, vous aussi, vous la vivez de plein fouet depuis quelques années déjà. Qu'est-ce qui se passe, vous, quand vous publiez aujourd'hui une annonce pour un studio à 600-700 €? On la retire très vite parce que en une matinée, on a entre 300 et 500 demandes. Voilà. Et que les solutions que j'entends là, elles peuvent pas satisfaire. J'entends souvent des explications. On a bien compris là avec Rachel et Louise qu'on était sur une crise, pas de prix, mais de l'offre. Oui. Et on parle souvent de vouloir régler des symptômes et jamais aller à la cause. Et si on ne va pas traiter le problème à la racine, on ne le réglera pas. Nous, très clairement, aujourd'hui, on s'entend dire il y a beaucoup d'appartements vides. Nous, professionnels, on ne les voit pas. Notre volonté, nous, c'est de louer. Bien sûr. Et alors, vous ne les voyez pas parce que c'est des propriétaires chiffres qui ont renoncé à les louer. Alors, ils ont renoncé, mais la vraie question, c'est pourquoi ils ont renoncé. Pourquoi on les fait renoncer? C'est ça le problème de fond. Il faut bien comprendre que l'immobilier change de règles tous les ans. Je vais prendre un problème très simple que tout le monde va comprendre, c'est le problème que tout le monde a été concerné, les DPE. Bien sûr. DPE, c'est 4 ans, 4 diagnostic diagnostic de performance énergétique. On va être clair, au 1er janvier 2025, vous aviez un DPEG, vous n'aviez plus le droit de louer. D'accord ? Les professionnels ont été voir le gouvernement, ont échangé avec lui, avec les différents ministres, pour leur expliquer qu'on commettait une grossière erreur en retirant 850 000 logements, rien que ça, du marché. Au bout de 6 mois, on nous a écoutés. À l'époque, c'était François Bayrou qui était Premier ministre. Il a changé la loi. Le temps qu'il change la loi, il l'a changé au 1er janvier 2026. En un an, qu'est-ce qui s'est passé ? Les propriétaires ont vendu parce qu'ils ont eu peur que leur appartement soit plus jamais louable. Un grand nombre d'appartements a été retiré du marché. Et donc aujourd'hui, on apprend quoi ? Que finalement, parce qu'on va suivre les obligations de la communauté européenne, eh bien, on va récupérer 850 000 logements sur le parc. C'est énorme. Et on a perdu 1 an. C'est l'un des meilleurs exemples. Mais là, depuis le 1er janvier, vous les avez vus revenir, ces logements? Bien sûr, Angers, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il suffit d'aller sur le site de l'ADEME. C'est mathématique. Au lieu de 2,3 kWh, l'obligation est à 1,9. Oui, mais vous qui êtes en bout de chaîne dans une agence immobilière, vous auriez pu ne pas voir revenir ces logements. Je suis gestionnaire locatif et agent immobilier. Et quand on est gestionnaire locatif, on gère les biens sur le long terme. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, on s'est occupé de la fin du monde avant de s'occuper de la fin du mois. Mais évidemment. Évidemment. Et c'est en le même mal temps, c'est français. pas souhaitable non plus de loger des gens dans des passoires thermiques. Mais personne n'a dit ça. Mais je vous rappelle qu'avant que cette obligation arrive, vous refaisiez votre appartement, eh bien, il pouvait être l'ACG. Parce qu'à l'époque, on ne nous disait pas qu'il fallait faire de l'isolation de 20 cm sur tous les murs. À l'époque, on ne nous disait pas qu'il fallait isoler nos plafonds. Les règles, on les change, on les impose et on se retrouve dans des situations. Nous, professionnels, nous n'avons jamais dit que nous ne souhaitions pas, et bien au contraire, rénover le parc privé. C'est dans notre intérêt, c'est dans l'intérêt de nos clients. Par contre, ce qu'on a dit, c'est que à force de mettre des lois, des règles qui changent toutes les 5 minutes, vous faites fuir les investisseurs de notre pays. Vous faites fuir les investisseurs de notre pays. Et si demain matin, on n'a plus d'investisseurs, Madame la députée, on sera bien embêté parce qu'on n'aura plus d'appartements à louer.
Mais Sébastien Et ça, Lecornu, le mois dernier, quand il présente son plan logement et qu'il dit on va arrêter d'emmerder les Français, c'est à ça qu'il pensait? Il peut commencer, lui d'abord, par arrêter d'emmerder les Français. Parce que franchement, cette expression grossière qu'il utilise, il ne supporterait pas qu'on le lui renvoie. Or, à un moment donné, il y a une petite musique qui laisse entendre que c'est parce qu'il y aurait trop de réglementation qu'il n'y aurait pas suffisamment de logements. Et c'est ce que vous relayez sur ces questions. Moi, je dis... Franchement, c'est normal qu'il y ait de la réglementation sur le logement. On veut des logements, par exemple, qui soient sécurisants sur la question de l'incendie, par exemple. Personne ne va remettre en cause ces règles-là. Bon, comment accepter des passoires thermiques et des bouilloires thermiques l'été? C'est normal qu'on exige des réglementations. Bon, le problème, c'est que là où je vous suis, c'est que le gouvernement, sur MaPrimeRénov', n'a pas arrêté de faire des va-et-vient. On met les moyens, on retire les moyens. On permet d'accéder au dossier, on retire l'accès au dossier. Donc ça ne va pas du tout. Par contre, je vous assure que les réglementations, c'est une nécessité. Moi, j'en rajouterais même une. La question de l'accessibilité au handicap. Ça n'est pas acceptable que le gouvernement précédent, à travers, je crois que c'était la loi Elan, a remis en cause les impératifs sur l'accessibilité. Moi, j'entends les associations qui me disent c'est pas possible. Soit les personnes en situation de handicap galèrent pour avoir un logement adapté, soit ils arrivent par le biais du bailleur, par le biais de MaPrimeAdapt, mais ils disent mais alors le problème c'est que quand enfin on a un logement adapté à notre handicap, on ne peut pas aller voir la famille, on ne peut pas aller voir les amis parce que les logements ne sont pas adaptés. Or, c'est une aberration. Si tous les logements devaient être accessibles, eh bien, vous ou moi ou je ne sais qui, quand nous arriverions à une situation, soit on a un accident, soit on perd notre autonomie parce qu'on devient âgé, on devient en situation de handicap et on bénéficierait de ce logement. Un mot peut-être. Moi, je n'ai pas voté la loi climat résilience pour une de ces raisons-là. Et d'ailleurs, contre Lausanne. Moi, je l'assume. Et d'ailleurs, j'ai été accusé par mes collègues, dont ma collègue de droite, et c'est normal. À ma droite, tout à ma droite. Comme quoi, oui, parfois Daniel Simonet est à droite. J'étais toujours à gauche ou à droite de quelqu'un. Mais d'ailleurs, vos idées sont respectables, je peux les combattre, mais je les respecte. Parce qu'en fait, faire sortir 850 000 logements, comme j'avais pu le dire lors du projet de loi Climat Résilience, était une bêtise. Et donc, c'était une bêtise. Et on est revenu en arrière. Et moi, je suis par ailleurs rapporteur du budget de l'hébergement, qui est un morceau du logement, du parcours résidentiel. On est passé de 900 millions à 3 milliards. Et quand on met les gens à l'abri, on ne s'occupe pas de savoir si ce n'est pas dans un G. Ce qui veut donc dire qu'on est toujours rattrapé par les faits. Et aujourd'hui, les faits, c'est qu'il y a un manque de logement. Je voudrais dire, tout à l'heure, madame parlait de Airbnb et du rôle du Airbnb. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Je vais prendre l'exemple parisien parce que ça se comprend très vite. Vous avez un logement pour l'exemple, 100 mètres carrés que vous louez 20 €, historiquement, 2 000 €, ce qui n'est pas cher. Et votre loyer à la rue passe à 15 € à la relocation. Donc là où vous aviez 2 000 € de loyer, vous n'avez plus que 1 500. Vous êtes le propriétaire et vous voulez retrouver vos 2 000 €. Vous faites Airbnb. 4 dimanches, 500 €. 4 fois 500, 2 000. Et en fait, les loyers à la rue, moi je vous le dis franchement, dans les zones très denses, puisque ça a été expérimenté dans des villes plus denses que Paris, on fait retirer des logements du marché. Alors. Monsieur qui est un agent immobilier le sait très bien, si le propriétaire veut vendre son logement, c'est en fonction de son loyer qui est pratiqué et du locataire qui est dedans, qui a un droit au maintien dans les lieux, et c'est normal. Donc la valeur du foncier baisse. Et aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'on est dans une ville aujourd'hui comme Paris qui fait des efforts, et je ne les nie pas, mais par ailleurs, on a plus de logements vacants et en dehors des règles du DPE par rapport à il y a 20 ans, à l'époque de Delanoë. Donc il doit y avoir un truc qui se passe quand même. Parce que les politiques publiques, aujourd'hui, il faut en être responsable et les assumer, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'analyser les différentes causes de la vacance. Vous avez de plus en plus une explosion de la vacance dans un grand nombre de villes qui sont liées au développement des résidences secondaires. Là, je parle de Paris, là. Donc, non, mais que ce soit sur Paris, mais que ce soit sur Nice, sur plein de villes du littoral, cette explosion des résidences secondaires. D'où la mise en place d'une taxation des résidences secondaires qui peut être dissuasive. Elle a été renforcée. Je vous interromps parce que c'est un peu le sujet de Vincent. C'est un peu le sujet de Vincent, carrément même. Les meublés touristiques qui empêchent les habitants de se loger dans leur propre ville. Vous êtes membre du collectif national des habitants permanents. On va le dire, c'est un collectif anti-Airbnb.
Oui, Hein exactement. Alors, le collectif national des habitants permanents, le CNHP, on travaille en collaboration avec une quarantaine d'autres associations à travers la France qui font face à cette problématique du logement permanent, qu'on soit locataire ou propriétaire. Et notre association travaille particulièrement sur les meublés de tourisme, sur la cause des meublés de tourisme de la crise de logement. Et pour ça, on a développé un observatoire citoyen, indépendant et gratuit qui référence l'ensemble des meublés de tourisme en France depuis plusieurs années. Et on constate une augmentation globale de l'offre Airbnb sur tout le territoire. On mène également des enquêtes sur le comportement des investisseurs autour de l'immobilier depuis 2017, on va dire. Et le monde de l'investissement immobilier est à la recherche exclusivement de la rentabilité, de la rente immobilière. Il y a des formations en ligne pour apprendre à développer son business Airbnb, que ce soit de la conciergerie, de l'investissement locatif purement Airbnb. Et la particularité de ces formations, c'est qu'elles ont une certification Calliope qui permet d'être remboursée par Pôle emploi et le CPF. On scie nous-mêmes la branche sur laquelle nous sommes assis. Les investisseurs n'ont pas attendu l'interdiction de louer en G, n'ont pas attendu l'encadrement des loyers pour louer en Airbnb. Ces arguments sont faux. C'est surtout que c'est la recherche de rentabilité. Virginie, d'abord, je vous interromps, Vincent, parce que dit aujourd'hui la loi? Parce que c'est vrai que chaque commune est libre de décider de prendre un arrêté anti-Airbnb. Aujourd'hui, on en est où? Eh bien, c'est certaines communes, si on prend Paris ou d'autres, par exemple, c'est 90 jours. 90 nuits. 80 nuits, oui. Enfin, 90 jours. OK. Donc, on ne peut pas louer son logement sur Airbnb ou toute autre plateforme plus de 90 jours par an. Oui, ça, c'est pour la résidence principale. Et si vous avez un logement qui est mis uniquement en location, c'est soumis à enregistrement, à autorisation, à compensation. C'est extrêmement encadré et ça varie selon les communes. Et il y a effectivement soit des communes très denses urbaines, type Paris, soit des communes très touristiques, côte littorale, sans doute à côté de là où habite monsieur. Et donc, il y a tout cet encadrement qui existe. Après, il y a évidemment les contrôles qui peuvent être faits, notamment si on prend Paris, il y a une brigade qui intervient. Là, il y a eu des sanctions financières très lourdes, puisque la réglementation a été alourdie sur les amendes qui pèsent en cas de contravention. Donc ça, c'est l'existant, mais en fait, ce qui est frappant, je trouve, dans le discours de tous ces témoignages, c'est de voir que ce soit pour un usage touristique, que ce soit pour un usage étudiant, que ce soit pour loger des saisonniers, que ce soit pour les gens eux-mêmes, en fait, on se rend compte que d'une seule chose, c'est que ça manque de logement, puisqu'on est en train de dresser tout le monde les uns contre les autres, les touristes contre les pas touristes, ceux qui ont une résidence secondaire, ceux qui n'en ont pas, les étudiants par rapport aux personnes âgées. On constate, en fait, on sent véritablement cette tension permanente sur le logement et il faut absolument plus de logements. Et il faut qu'il y ait un moment... Alors, vous avez évoqué le plan logement annoncé par le ministère du Logement. C'est un premier pas. Ça suffira sans doute pas, et on n'est même pas sûr qu'ils atteignent les objectifs annoncés. C'est-à-dire que sur l'investissement locatif, on parle de 50 000 logements. Le temps que les promoteurs, que la machine se remette en route, vu dans quel état... C'est le dispositif Jeanbrun? C'est ça, exactement. Et vous voulez bien nous rappeler comment... Enfin, il a été lancé, il vient d'être lancé, là. Il était dans le projet de loi de finances 2026. Il était effectivement dans le projet de loi de finances 2026. Et en plus, il va être amendé assez rapidement, sans doute après les élections municipales, puisqu'il a été voté dans l'état où il était par le 49.3 et donc il y avait des choses qu'il fallait améliorer. C'est un dispositif pour remplacer le Pinel. C'est un dispositif qui remplace le Pinel et qui est un peu différent puisqu'il fonctionne selon un système d'amortissement. Alors avant c'était une réduction d'impôt, là c'est un amortissement et vous pouvez, tant pour l'achat d'un logement neuf que pour l'achat d'un logement ancien avec une quotité de travaux, je vais y revenir, vous amortissez une fraction du prix du bien dans la limite de 80% et 8 000 € par an. L'agent immobilier est déjà pas content. Il va nous dire pourquoi, mais allez-y. Il peut me dire si je me trompe. C'est pas elle qui a voté cette loi, elle nous la décrypte.
Le dispositif, pour l'instant, tel qu'il est voté, donc ça, c'est dans le 9, et vous pouvez avoir 3 niveaux de loyer, intermédiaire social, très social, avec des niveaux d'amortissement différents. Il n'y a pas de zonage, donc ça, c'est plus simple, ça veut dire que c'est partout en France. Et dans l'ancien, il faut avoir fait des travaux, 30%. et il faut que le montant des travaux soit égal à 30% du montant de l'opération. Donc des travaux conséquents. Des travaux conséquents, et surtout, et c'est là où ça va être très compliqué, c'est qu'il faut que le logement, à l'issue de ces travaux, obtienne une note A ou B. Sauf qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que... Et dernière chose, les maisons ne sont pas concernées. Techniquement, quand vous avez un appartement en copropriété, s'il est en dernier étage en angle, vous n'y arriverez jamais. C'est à peu près simple, ça ne marche pas. C'est exactement comme tout à l'heure quand on disait on va rendre tous les logements accessibles PMR. Donc ce n'est pas du tout une occasion à saisir pour les nouveaux produits, je disais, les nouveaux construits. Mais les nouveaux construits, c'est tout à fait possible. Les nouveaux, oui, mais tout pas le les anciens, reste, bien évidemment. Les nouveaux construits, ça veut dire construction. Bah oui. Ça ne veut pas dire ancien. Et la part de la construction, c'est 1%. Oui. Quand l'ancien, c'est 99%. Oui. Et comme d'habitude, c'est très français. On a un bon dispositif. On est à l'origine, nous, les agents immobiliers, puisque ce qu'on appelle le dispositif Chambrun, c'est le statut du bailleur privé. On l'a demandé et demandé. Eh bien, on était contents. Et hop, la dernière clause, A ou B en DPE, nous rend illusoire ce dispositif. Ça va être modifié. Et on espère, et merci de votre intervention très précise, puisque moi j'attendais ce fameux DPE A ou B qui a rendu quasiment impossible dans ce qu'on a compris, la réalisation. Pour l'instant, c'est un peu en suspens avec la période électorale, mais dans ce qu'on a compris, c'est qu'on va sûrement réintégrer les maisons dans le dispositif, et ce serait plus... Alors, ce serait peut-être pas 30%, mais 20% de travaux, ce qui peut déjà être une grosse enveloppe. Et ensuite, il faut que ce soit non plus arriver à l'objectif A ou B, mais simplement gagner 2 notes sur l'étiquette énergie du bien. Oui. Ce qui permettrait quand même à plus de logements d'être mis de rentrer dans le dispositif et d'être proposé à la location ensuite. Parce que l'objectif final, quand même, c'est de loger les gens. Donc, la vertu c'est aussi de donner envie à ceux qui peuvent d'investir pour permettre ensuite de loger les gens. Et c'est là que j'aimerais bien qu'on revienne. Est-ce que quel rapport on a au logement ? Aujourd'hui, le logement, ça devient un produit financier qui est sur l'étal du banquier, voilà. Et on cherche, mais à la loi, à la puissance publique, de dire que nous ne sommes pas d'accord avec les mésusages du logement, comme la recherche à travers Airbnb, ou le co-living d'un profit maximum. Et pour les mesures du gouvernement, moi, je suis très inquiète, parce que j'ai l'impression qu'on refait le Pinel. Or, le Pinel a été épinglé par la Cour des comptes parce que c'était vraiment des cadeaux de défiscalisation. Non. Le montant total des avantages fiscaux qui avaient été accordés atteignait 7,3 milliards d'euros en 2023, sans effet sur l'offre locative. Cette somme, elle aurait permis de construire 70 000 logements sociaux. Il faut sans effet sur l'offre locative, vraiment. Voilà. Je voudrais juste terminer une chose. Vous avez aujourd'hui 3,5%, écoutez-moi bien, 3,5% des propriétaires qui possèdent 50% du parc locatif privé. Donc moi, je suis d'accord pour les prêts à taux zéro pour les primo-accédants, mais je ne suis pas d'accord pour donner des avantages fiscaux exorbitants, comme on va le refaire, pour des multipropriétaires qui, pour certains d'entre eux, mettent sciemment leur logement et leurs immeubles en vacances, c'est-à-dire non occupés, parce que la bulle spéculative fait qu'ils rapportent plus qu'en étant occupés. C'est par exemple la foncière du Triangle d'Or dans le 8e arrondissement, 200 logements qui sont vides depuis des années et des années, parce que ces immeubles vacants rapportent plus dans la logique spéculative. Alors un tout petit mot, François Jolivet. Un tout petit mot. Moi, je voudrais réagir au propos de l'intervenant précédent, puis je conclurai sur l'amendement que je connais bien, qui a été repris dans la loi de finances, dans le 49.3. Monsieur a raison. Aujourd'hui, les Airbnb et consorts, parce qu'il n'y a pas que tout de même. Oui. C'est devenu un vocabulaire courant. Voilà. C'est devenu quelque chose de générique pour dire... c'est un Kleenex, quoi. C'est un Kleenex. C'est comme le Kleenex. C'est vrai que ça pose un problématique du modèle économique du logement. Je m'explique. Que quelqu'un puisse louer une partie de son logement qu'il occupe en tant que résidence principale, 90 jours, pour se faire un complément de revenu, sans boîte à clé, puisqu'il est dans le logement, pourquoi pas ? Qu'en revanche, quelqu'un achète un logement simplement avec l'objectif de la boîte à clés et fait perdre le statut de logement familial au logement, en fait, il devient un concurrent d'étape hôtel et il devient un hôtel tout court. Et moi, je suis très clair.
mais d'ailleurs, je n'ai pas été suivi. Soit on le facture à la TVA surtout, et donc, mais par contre, il a plus le statut du logement. Entre parenthèses, je dis à ceux qui font ça que les jurisprudences constantes aujourd'hui des tribunaux judiciaires, c'est que pour faire fonctionner la loi anti-squat, il faut qu'il y ait il faut que le logement soit vandalisé, et quand on a la clé, on y reste. Et aujourd'hui, tous ceux qui se maintiennent dans les logements Airbnb et qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi anti-squat, eh bien, ça veut dire que les juges protègent le modèle familial du logement. Je referme la parenthèse. Donc je pense que tout ça va s'éteindre après. Après, sur les communes touristiques, quand vous entendez mes collègues députés, vous avez des communes qui ont des statuts de communes touristiques. Si demain on empêche ce type de location à la montagne ou dans certaines zones balnéaires, ça va poser des soucis. La vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le législateur, que j'ai invité à discuter sur le sujet, n'a jamais voulu trancher. Parce que tout le monde a des injonctions contradictoires. Mais en revanche, que le logement dans le 8e arrondissement, ma chère collègue, soit acheté dans un modèle économique de type 3, où on va le louer 90 jours, mais pas à 500 € par nuit ou par week-end, mais à 1100, c'est sûr qu'on peut l'acheter beaucoup plus cher. Et le problème, c'est qu'après, ce prix plus cher devient un prix de référence. Et ça fait monter les prix tout autour. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, les politiques conduites dans certaines villes ont conduit à l'augmentation des prix de l'immobilier. Donc, il faut que tout le monde assume ce qu'il a fait et pas fait. Et comme je crois d'ailleurs que le retrait de la puissance publique, ma chère collègue, dans le financement du logement social, fait qu'aujourd'hui, le déficit de l'opération HLM est payé par l'accédant à la propriété. Donc, comme il achète plus cher, moi j'ai un logement, j'ai la chance dans le 13e, moi j'ai acheté un logement qui n'était pas à 9 000 € du mètre. Il l'est devenu parce que BFM s'est fait, où ça se vendait à 20 000 €. Donc, le 20 000 € est devenu le prix de référence. Donc, moi, je suis monté à 9 000. Mais dans le 20 000 €, l'accédant à la propriété, il a payé 4 000 de déficit d'opération HLM au mètre carré. Et la ville ne compense pas. Et beaucoup de villes ne compensent pas. Tout le monde s'est organisé pour faire croire que le logement social pouvait s'autoporter. Ce sont des injonctions contradictoires qui aboutissent à la montée pour le logement social. Aujourd'hui, c'est les locataires qui payent. C'est l'argent public. L'argent d'une ville, c'est l'argent public. Oui, mais il faut aller la vacance du logement. Oui. Et alors, en épluchant les programmes des candidats aux municipales, il y a une proposition qui revient souvent, c'est les bureaux vacants. Bah oui. Transformer des bureaux vacants pour en faire des habitations, c'est d'ailleurs ce que vous aviez proposé dans une proposition de loi à la fin de l'année dernière, Daniel Simonet. Comment est-ce faisable? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Reportage de Dario Borgogno, Thibaut Castan et Juliane Roland. Dans les rues des grandes villes françaises et en particulier de la capitale, ces panneaux se multiplient depuis des années. Des bureaux à louer ou à vendre. La France compte 9 millions de mètres carrés de locaux vacants, dont 5 uniquement en Île-de-France. Les spécialistes de l'immobilier l'ont en tout cas bien remarqué. Je sors aujourd'hui sur notre site internet environ 1000 annonces. On est sur des volumes d'annonces qui sont bien supérieurs à ceux qu'on enregistrait il y a 10 ans. La raison ? Un changement de comportement après la crise du Covid. C'est bien les conséquences du télétravail et de la mise en œuvre massive du télétravail dans les entreprises qui a conduit finalement à freiner la croissance des entreprises dans leur consommation de mètres carrés. Au bout de 4 ans de vacances, ces biens sont estimés difficiles à relouer ou à vendre. Alors, l'État encourage à une transformation de ces espaces en logements, avec notamment cette loi adoptée l'année dernière pour faciliter ces constructions. L'enjeu est considérable. Par exemple, en Île-de-France, cela pourrait représenter à terme 150 000 habitations dans une région où il en manque 500 000. À Puteaux, ces 6 500 mètres carrés de bureaux sont donc en chantier pour devenir 118 logements. Donc là, ce sera la future entrée de la résidence. Et avant, c'était des bureaux, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des entreprises qui avaient leur siège social. Terminer les postes avec ordinateur, place ici bientôt à des salons, des cuisines, des balcons. Les seuls restes des anciens bureaux seront les places de parking. La seule chose qu'on a conservée de cet immeuble, c'est l'infrastructure et c'est les 5 niveaux de sous-sol. Une opération impressionnante, car la société a été obligée de tout déconstruire. On a démoli les étages parce que le bâtiment qui existait ne permettait pas la transformation. La plupart du temps, il faut quand même venir démolir pour reconstruire. Dans 85% des cas, la démolition est obligatoire. Des contraintes techniques qui peuvent ralentir les ambitions des promoteurs, mais aussi des maires. Bouleversement du paysage urbain, nuisance des travaux, les riverains n'apprécient pas. On voit bien se développer ce qu'on appelle le NIMBY, pas dans mon jardin, et que les élus sont d'abord
le reflet de ce que les électeurs veulent. Et donc, on voit bien qu'il y a beaucoup d'obstacles. Sur 80 dossiers autorisés, il n'y a que la moitié qui a débouché. Un potentiel encore donc sous-exploité. En 2025, seulement 57 000 mètres carrés de bureaux vacants ont été transformés, soit environ 817 logements. Un chiffre tout de même en hausse comparé aux années précédentes. C'est vrai que sur le papier, l'idée, elle est séduisante, mais on voit bien que dans la réalité, c'est des chantiers qui sont très lourds, qui souvent n'aboutissent pas. C'est des riverains qui déposent des recours contre ces transformations de bureaux en logements, parce que un bureau, ça ne devient pas forcément un logement aussi facilement, Daniel Simonet. Alors déjà, il faudrait peut-être arrêter de produire des bureaux. Il y a quelque chose qui est faux dans votre reportage, c'est qu'on fait croire que c'est à cause du confinement pendant le Covid que du coup, il y a eu une crise de ces bureaux. Bon, en fait, il y a toujours énormément de production de bureaux, parce qu'en termes d'investissement... Pardon, je défends quand même le reportage et je défends l'équipe et la rédaction de LCP, mais il y a des chiffres qui disent clairement que post-Covid, on a eu moins 5,4% d'occupation des bureaux à cause du télétravail. Donc c'est pas un fantasme. Alors, là où il faut rectifier, c'est qu'il y a eu par contre une progression, une augmentation de la production de bureaux. Parce que produire un bureau, même si vous n'avez pas les acheteurs, est un placement financier extrêmement rentable. Et on fait croire, même quand les bureaux sont vides à l'arrivée, au lieu de regarder cette réalité en face en se disant il y a une folie sur la logique spéculative de produire des bureaux, on fait croire que c'est à cause du Covid et que les gens ne veulent plus travailler en bureau et qu'ils bossent à distance. Il y a un ouvrage, je l'ai dans mon sac, c'est dommage, dans vos bureaux, qui décrit toute cette faillite-là, l'immobilier... Ah, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'immobilier hors sol, et d'une chercheuse économiste qui démontre bien ce problème-là. Il y a eu le phénomène, c'est exact, a commencé avant. Le Covid est un accélérateur, mais parce qu'on a eu beaucoup de production de bureaux, d'abord que ça demande un temps long. Oui, c'est-à-dire que ça ne sort pas de terre en un an. Non, ça ne sort pas de terre en un an, ça peut prendre 2, 3, 4, 5, 10 ans. Quand ça arrive, ça ne correspond plus forcément à ce que les gens recherchent en termes de localisation ou autre. Et en attendant, les vieux bureaux, ils sont vétustes. Et là, quand on dit qu'il y a 6,5 millions de bureaux vides en Île-de-France, il y en a un tiers qui effectivement est vide depuis plus de 4 ans et il faut absolument lui trouver une nouvelle vie. Le souci, c'est quand même que les élus, enfin les communes, les villes perçoivent de la taxe foncière que le bureau soit vide ou occupé. Donc, il faut à un moment donner les autorisations d'urbanisme pour transformer ces opérations si techniquement c'est faisable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même plein de contraintes techniques. On l'a bien vu. Une largeur, par exemple, les immeubles, on dit c'est 13 mètres de profondeur, sinon c'est pas possible. Vous savez que par exemple, des marges d'habitation et des marges de bureaux, elles sont pas à la même hauteur. Donc ça veut dire qu'il faut par exemple refaire des escaliers. Il y a plein de choses comme ça qui sont compliquées. Donc c'est pas la baguette magique. Ça peut se faire, mais il faut aussi une volonté, encore une fois, des élus de dire on transforme. Et on arrête de donner des autorisations pour construire des bureaux. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que les images du reportage, on voit des immeubles haussmanniens avec bureaux à louer. Ce sont des locaux d'habitation. Qui ont été transformés en bureaux. Je rappelle que pour qu'une maison d'habitation se transforme en bureau, il faut l'autorisation du maire. Donc, que les maires, déjà, ne donnent plus ce type d'autorisation. Et le retour de ces logements, de ces bâtiments, de ces espaces à un logement, c'est assez facile et ça ne pose pas de problème. Ensuite, vous avez les immeubles de bureaux, comme on dit, en surépaisseur. On a un exemple très frappant en Île-de-France, c'est la Défense. La trajectoire d'occupation de la Défense, nous dit-on, dans de multiples études, c'est vacante à 75% dans 20 ans. Ce sont des immeubles de bureaux. Et on nous explique aussi que les tours, pour des raisons de mécanique des sols, parce que dessous c'est vide, c'est vraiment construit sur une dalle, eh bien, si on en écrase une, ça peut faire tomber une autre, qu'on ne veut pas faire tomber. Ce qui veut donc dire qu'on est condamné à vivre avec la Défense, soit avec une friche à long terme, soit à lui trouver une autre destination. Bien entendu, quand on veut transformer des bureaux en logements, parce que là, il y a 2 villes qui encaissent, je crois, 700 millions d'euros de taxes foncières, il faudra trouver le modèle économique nouveau de ces villes. Ensuite, il faudra trouver le modèle économique des propriétaires. Je vous rappelle que ces propriétaires-là sont souvent des gestionnaires d'assurance-vie. Ce sont les placements des Français qui sont dans la Défense. Et ensuite, il faudra trouver des règles
afin de pouvoir adapter ces immeubles à un fonctionnement de locaux d'habitation, puisque nous sommes le dernier pays et le seul pays au monde à avoir des règles pour les bureaux et avoir des règles pour les habitations. Et figurez-vous qu'il va falloir inventer encore d'autres règles. Je vous présente Joey, si vous voulez bien. Bonsoir, Joey. Joey est architecte. Et alors, il est architecte à Lille. Oui, mais lui, il s'est lancé dans une construction un peu particulière. Vous fabriquez quoi, Joey ? Alors moi, je fabrique des tiny house. Donc, je suis venu aujourd'hui un peu pour parler de ce type de logement qui est un type d'habitat alternatif. Je rajouterais même en plus à tout ce qui a été dit sur cette crise du logement que les villes, dans le futur, elles vont faire face à une augmentation encore de leur population sans possibilité de s'étaler urbanement sur le territoire. Et donc, en ce sens, la question du partage et de la mutualisation des espaces va devenir très importante. C'est pour ça que alors, on en voit là à l'écran, on en voit certaines de vos tiny house. Donc, c'est des habitats, tout petits, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ce sont de micro-habitats. Donc, je voudrais juste poursuivre aussi sur ce que j'étais en train de dire, parce que du coup, je voudrais réagir aussi à ce que disait Madame la députée. On sait que le partage et la mutualisation des espaces seront très importants dans le futur, et je trouve difficile de réfuter le co-living en tant qu'habitat, car je pense que dans le futur, 5 ménages n'auront pas besoin forcément de posséder 5 salons, 5 buanderies, 5 espaces. Et donc, la mutualisation de l'espace, c'est ce qui permettra... mais une mutualisation, si elle n'est pas spéculative, ça peut être intéressant. La mutualisation, c'est ce qui permettra de gagner donc, des mètres carrés sur la ville et de loger plus de personnes. Joey, il nous reste peu de temps, mais vraiment, je voulais terminer avec vous. En quoi est-ce que la tiny house, la mini-maison, c'est pour vous une solution à cette crise du logement ? Alors la tiny house, justement, donc cette crise de logement, on voit qu'elle est quantitative, mais elle est également qualitative. Et donc la tiny house, en fait, représente un nouveau mode de vie en accord avec son environnement, un espace minimum. C'est un espace minimaliste, en fait, qui n'est pas fondé. C'est-à-dire qu'une tiny house n'a pas le même impact sur le sol qu'un bâtiment fondé en béton. Et... donc on n'a pas d'artificialisation du sol, mais il faut... Alors il n'y a pas besoin de permis de construire, je crois, mais il vous faut quand même trouver des terrains. C'est ça, il faut trouver des terrains, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc il y a les tiny house, mais également le phénomène de village de tiny house qui se développe et qui accueille des communautés actives, désireuses de vivre ensemble. Et donc aujourd'hui, la question que je pourrais vous poser aussi, c'est comment est-ce qu'on pourrait aider toutes les associations et toutes les collectivités qui pourraient vouloir aussi mettre en place des projets de tiny house dans leur ville. Car la tiny house aussi, c'est un logement qui se construit, qui est abordable, qui se construit rapidement et qui peut aussi représenter une solution. Et, ça fait toujours un toit au-dessus de sa tête quand même. C'est ça, oui. Et je dirais qu'aujourd'hui, les types de logements alternatifs ont du mal encore à être institutionnalisés. Et comment on pourrait accompagner en fait toutes ces associations, car aujourd'hui, elles font un travail qui est très difficile. Et comment les aider à mettre en place ce projet et à donner plus de force à ça. Une réponse très courte. Une réponse très courte. Moi, je considère que nul ne naît pour subir. Et puis, je suis pour la liberté. Donc, s'il y a des gens qui veulent habiter dans des habitats format bungalow, je ne vois pas d'inconvénient. Sans permis de construire, ça m'interroge tout de même. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de taxe foncière. Donc, il faut sans doute envisager quelque chose pour la collectivité si ça se devait se multiplier, parce que la collectivité est obligée de donner des services. Mais pourquoi pas ? Il faut que les gens aient la liberté de choix. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut permettre aux gens d'avoir la liberté de choix. C'est toujours frustrant parce qu'une heure, ça passe tellement vite quand on est tous ensemble. Merci à tous d'être venus sur le plateau de Chaque Voix Compte. Merci d'être venus répondre à notre public. Merci beaucoup, Virginie. On vous lit dans Challenge. Cette émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30. Lundi, vous retrouvez l'ami Francis Letellier pour Lundi c'est politique. Son invité sera Valérie Hayé. Chaque Voix Compte revient mardi à 19h30 et c'est Clément Méric qui sera aux commandes. Passez une excellente soirée sur LCP, Canal 8.